bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'assister à ce live Studirama TV en présence de Jacques Lafaïs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur d'Axe Sud. Tout à fait. Une école d'art graphique et de communication visuelle. Quelques mots sur votre école. Alors l'école a été fondée, elle s'appelle Axe Sud parce qu'elle a été fondée dans le Sud, donc depuis 25 ans maintenant. Elle a été fondée par en fait l'initiative de professionnels du secteur. Nous avons voulu donc créer une école avec une formation donc sur 4 ans et 5 ans correspondant à ce qu'on pense être la norme pour former un créatif. Donc notre diplôme, c'est un diplôme de concepteur designer graphique. Voilà. Donc en fait, le schéma, c'est une première année prépa, donc avec des bases de dessin très importantes, parce qu'on croit à cette matière. On ne peut pas former un bon créatif dans le domaine de l'image sans passer par cette étape donc du dessin, qui a été, on va dire, un peu laissé de côté sur le cycle classique jusqu'au bac. Donc nous recrutons après bac et on a besoin de cette année absolument, une année fondamentale pour reprendre toutes les bases. Alors quand je dis le dessin, c'est au sens large, c'est-à-dire autant le dessin académique, la perspective, la couleur, des techniques de typographie, donc toutes ces bases qui vont nous servir à faire un bon créatif dans le domaine de l'image et de la conception visuelle. Voilà. À l'heure où le numérique et les logiciels de création sont prégnants, vous démontrez que la créativité passe d'abord par le dessin. Oui, absolument, parce qu'en fait, l'ordinateur est un formidable outil, très très bel outil, évidemment, qui est très présent chez nous, mais ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que c'est jamais un support de création, en fait. Ce n'est qu'un outil d'exécution technique qui permet de faire effectivement des beaux rendus. Mais la base, l'ordinateur ne réfléchit pas en termes de conception. L'ordinateur, lui, va exécuter finalement ce que fait la main du créatif. Que ce soit que vous mettiez un pinceau, un crayon ou un stylet de palette graphique, de toute façon, c'est la même chose, si vous voulez. C'est juste que l'outil change. Mais si la personne ne sait pas dessiner, elle ne saura pas dessiner avec un outil informatique. Voilà. Et puis, au-delà de simplement l'apprentissage du dessin, c'est aussi former sa vue, former sa façon de voir. Et contrairement à ce qu'on entend régulièrement, le dessin, ça se travaille. C'est pas un don du ciel. C'est beaucoup de travail, de formation pour que l'œil soit formé et permette de faire quelqu'un qui va concevoir de l'image en maîtrisant son image. Mais vous dites aussi qu'être créatif ne suffit plus, il faut être aussi réactif. C'est aussi le but de votre formation. Quel est votre programme ? Effectivement, on a vécu un certain nombre l'école existe depuis 25 ans et on a vécu un certain nombre de choses qui ont changé, notamment le web qui était un formidable atout pour les créatifs, puisque ça ouvre un champ extraordinaire de création, mais qui demande aussi d'aller très très vite. On sait bien que sur le web, on doit réagir très très vite. Tout ce qui est, on va dire, communication digitale, c'est un sujet actuellement évidemment très très fort, puisque c'est un vrai sujet d'entreprise. Toutes les entreprises parlent de se mettre évidemment au digital, et en création, c'est important d'apprendre aussi à aller vite pour être dans l'actualité de ce qu'on attend, quoi. Et votre leitmotiv à l'école, c'est être à la pointe des technologies, utilisées en agence de communication. On va revenir sur les débouchés de votre école et les entreprises qui sont vos partenaires et avec lesquels vous travaillez. Mais c'est aussi donner aux étudiants un espace de recherche expérimentale et d'innovation. On est innovant dans vos métiers. Traduction, qu'entendez-vous par là ? Alors bon, nous effectivement, on a je pense que c'est assez original dans notre école, créer un incubateur aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des étudiants qui ont des projets innovants et qu'on va accompagner pour créer leur propre entreprise.
Actuellement, on a en incubation un projet d'étudiants qui sont sortis de cette école, hein, et qui sont en train de créer une bibliothèque virtuelle et une nouvelle façon d'éditer en utilisant la vidéo, en utilisant tous les supports. Et donc ça fait partie effectivement des projets, puisque on s'aperçoit que de plus en plus, hein, ce qui était plutôt réservé dans les écoles d'ingénieurs, des écoles de marketing, la création en tout cas la création d'une entreprise ou la conception d'un concept et d'un projet de start-up ou de projet innovant peut naître d'un projet de design, en fait, d'un projet de dessin ou de design ou de projet éditorial. Alors ça, c'est l'aboutissement. Admettons que je sois en terminale, je vais rentrer dans votre école, quel programme s'annonce devant moi, les options que vous proposez. On viendra à vos modes de sélection. Il y a beaucoup de questions, puisque beaucoup d'internautes nous suivent actuellement et s'inquiètent un petit peu des débouchés qu'offrent. Enfin, c'est surtout leurs parents qui s'en inquiètent. On va les rassurer parce qu'il y a beaucoup de... Un grand classique. Un grand classique, d'accord. Alors, justement, votre programme. Alors, bon, déjà, on recrute après bac. La qualité principale qu'on demande à un étudiant qui va rentrer chez nous, c'est déjà d'avoir au moins une envie et aimer l'image, le dessin. Souvent, ça s'exprime par le dessin. Donc, on lui demande de nous montrer déjà un peu tout son travail personnel, hein, qui, évidemment, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de mangas, on voit peu importe les sujets. Ce qui est intéressant, c'est de voir si la personne dessine et en tout cas a cette passion-là. Parce que c'est important d'avoir plus qu'une simple envie, c'est-à-dire que ça dépasse juste j'ai envie de faire ce métier. Il faut que ça soit assez ancré chez la personne. Et ça, c'est un point très important pour nous. Après, le reste, évidemment, ça sera le rôle de la préparatoire, la première année, donc, où on va apprendre toutes les bases de dessin, toutes les bases sur la couleur, sur un ensemble de matières qu'on estime des matières fondamentales. Et ça prend un peu de temps, il faut avoir une année assez intensive pour ça. Et c'est ce qui va permettre de voir entre la passion, l'envie et les capacités, évidemment. Tout le monde n'aura pas les capacités à peut-être faire ces métiers-là. Donc cette année-là est vraiment une année fondamentale. Et après, évidemment, on a un cursus sur 3 ans, donc, qui va donc en 3 ans, on va apprendre tous les métiers de la communication visuelle, avec un diplôme de concepteur designer graphique, qui est un diplôme certifié par l'État en niveau 2. Et on a un master donc en 2, lui qui est en alternance, hein, 3 semaines d'entreprise, une semaine à l'école. Voilà. Donc ça va effectivement jusqu'au bac plus 5, quoi, niveau bac plus 5. Ça, c'est le cursus design. Hein. Après, on a, après la prépa, une autre possibilité pour ceux qui sont vraiment... Alors là, évidemment, on est très sélectif parce qu'il faut des gens qui soient là, non seulement bons en dessin, mais plutôt très bons en dessin, parce qu'on a une section BD illustration. Et là aussi, pour que ça soit cohérent et qui justement trouve un job dans ces métiers, il faut qu'ils soient évidemment très bons dans ce domaine-là, parce que ça va nécessiter non seulement une bonne technique du dessin, mais aussi de cultiver, de travailler un style qui va faire qu'on va les embaucher pour leur style, pour leur façon de s'exprimer. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une autre filière qu'on a créée il y a 2 ans et qui démarre très fort, parce que là, effectivement, ça peut répondre aussi à une question, les débouchés. Le marché de l'édition en BD se porte très bien. On a plutôt un manque, et les éditeurs s'en plaignent, un manque d'auteurs, de réalisateurs BD. La BD peut amener aussi à d'autres métiers qui sont des métiers en tension, qui sont les métiers par exemple de storyboarder, liés à, justement, on voit bien, la vidéo dans le web est quelque chose de très important. Qui touche le cinéma, qui touche le cinéma pour une raison très simple, c'est que on a effectivement des budgets maintenant de plus en plus serrés, et l'intérêt de faire un storyboard, ça permet de bien identifier tous les postes et de travailler, de présenter un film sans avoir commencé à le réaliser. Qu'est-ce que fait un storyboarder ? Il va dessiner les planches, les séquences un peu importantes du film et d'animation. Hein, on a nos étudiants, par exemple, Max Magnan, qui avait fait, alors qu'il était encore à l'école, tout le storyboard des choristes. Et ça a permis
aux producteurs de pouvoir voir un peu les moments clés, les moments importants à financer, à arranger. Le réalisateur, c'est un outil de travail en fait, qui est toujours beaucoup utilisé en publicité, mais qui est de plus en plus utilisé pour les maisons de production, et de plus en plus aussi dans les séries qu'on trouve sur le web. Parce que, effectivement, et puis évidemment dans le cinéma d'animation, où avant de se lancer dans une production importante de modélisation 3D, il est important de bien voir l'ensemble du scénario, hein, et les personnages, comment les personnages vont jouer, afin d'avoir du coup une bonne idée de ce que va représenter le film, quoi. C'est une question récurrente, justement. Vous apportez la preuve que l'édition de la BD se porte bien. Si on se projette, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que c'est... Oui, ça va perdurer pour une raison aussi très simple, c'est que le web est, pour le coup, tout ce qu'on appelle le digital, hein, et évidemment le web, rentre à peine dans ces domaines-là. Hein. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le marché de la BD numérique est à peu près à 4% du marché de la BD en général. Et la prédiction, évidemment, c'est que c'est un secteur qui va être en croissance, parce que ça va permettre de travailler aussi une narration différente en utilisant du mix BD-animation. Et évidemment, on va de plus en plus vers des tablettes, vers des supports comme ça, qui vont amener une croissance forcément sur l'image. On n'a jamais eu autant besoin d'images, parce qu'on a des médias aussi, on a des supports nouveaux, hein, comme les tablettes, comme les smartphones, comme maintenant l'écran est un accessoire. Ce qui compte, c'est le contenu. Et donc, qu'est-ce qu'on raconte, quelle histoire on raconte. Et évidemment, l'histoire peut être en images, peut être sous forme de film, sous forme évidemment de différents médiums, mais il y a effectivement une attente et un besoin. Alors, une question un peu d'actualité qui concerne le dessinateur de presse. Formez-vous à ces métiers? Est-ce que la filière BD illustration peut y contribuer? Et est-ce qu'il y a un avenir pour le dessinateur de presse? Bien sûr, elle y contribue. Alors, c'est un peu particulier, le dessin de presse. Ça nécessite non seulement effectivement d'avoir un certain style, mais aussi une approche forcément un peu journalistique, un peu critique. Donc ça demande aussi, au-delà de la technique de dessin, un état d'esprit qui va être particulier, quoi. Donc tout le monde ne pourra pas faire du dessin de presse. C'est ce que vous demande Marella. Elle demande s'il vaut mieux faire une école de dessin ou une école de journalisme. Il vaut mieux faire une école de dessin, parce que c'est quand même alors évidemment on peut faire les deux, mais ce qui va quand même être déterminant, c'est la qualité du dessin. La réflexion après, c'est une réflexion critique qui se travaille évidemment, mais de toute façon qu'on travaille aussi, nous qu'on travaille dans l'esprit narratif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter. On a par exemple des cours de BD orientés avec Clément Balou, qui est un spécialiste de ça, orientés ce qu'on appelle la BD de reportage, qui est un grand mouvement à l'heure actuelle qui marche très fort. En fait, c'est de raconter des faits d'histoire, d'avoir comment dire, un fait historique, quoi, un fait d'histoire qui lui est raconté à travers un personnage et à travers une BD. Et Clément Balou a sorti un certain nombre de BD dans cet esprit-là, qui marche très fort. Je crois qu'il est aux États-Unis pour enseigner une, pour faire des autographes sur sa BD. Et donc ça, c'est un style effectivement de BD qui prend un essor assez important. Alors votre secteur suscite beaucoup d'inquiétude de la part des parents. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur votre domaine qui vous irritent totalement? Des grands classiques? C'est des grands classiques, c'est-à-dire déjà on confond beaucoup de choses. Hein. On confond, à partir du moment où on dit art, on a l'impression on met tout un peu dans le même sac. On pense à art contemporain, beaux-arts. Nous, on n'a rien à voir avec les beaux-arts. Je n'ai rien contre les beaux-arts, mais on n'est pas du tout sur une formation beaux-arts, dans le sens art plastique. D'accord. Hein, on n'est pas dans ce schéma-là, on est dans un schéma, nous, avec non seulement donc évidemment des cours qui sont orientés sur l'image, et sur l'image de commande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un projet
C'est un projet de BD, c'est un projet de campagne pour une entreprise, c'est un projet visuel pour une entreprise. Il y a toujours un travail marketing de marque, hein, ou en tout cas de projet qui nous est confié. Et nous, on a une responsabilité d'image par rapport à ce projet-là. Donc ça veut dire qu'on est capable de répondre à une problématique et essayer une illustration, par exemple. Si c'est de l'illustration de presse, elle va illustrer un article. Donc il faut évidemment, c'est pas l'illustrateur ne va pas faire sa propre illustration parce que ce jour-là il pensait à telle image. Un artiste, lui, à l'inverse, va produire quelque chose qui est dans sa réflexion, dans sa démarche, et va le soumettre à un public. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration. Donc nous, on est vraiment, on forme des professionnels de l'image pour répondre à tous ces besoins d'image qui vont du livre, du packaging, de la publicité, du web. Tout ça, c'est évidemment des vecteurs d'image, on le sait, et on n'est pas dans une diminution, on est plutôt dans une augmentation. Pour expliquer aux parents souvent, j'ai fait une conférence pour expliquer effectivement les métiers de l'image. Parce que ça, souvent on me dit, mais est-ce qu'il y a du boulot? Je commence juste, la démonstration elle est simple, je commence par le petit déjeuner. Petit déjeuner, on a deux paquets de cornflakes et puis un pot de confiture. Et je pose la question, mais qui a fait ces paquets de cornflakes? Le design de ces paquets de cornflakes. Et les gens sont incapables de me répondre souvent. Alors, qui est derrière ça? C'est un designer, c'est un concepteur designer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a réfléchi au design du packaging et qui va travailler pour le compte d'une marque. Et après, si je passe à un slide suivant et je montre un linéaire uniquement de cornflakes. Donc c'est-à-dire c'est notre quotidien. C'est-à-dire quand on va faire nos courses dans un supermarché, on voit l'ensemble des packaging qui sont édités. Et là, d'un seul coup, effectivement, les gens commencent à se dire, mais effectivement, il y a des créatifs derrière, il y a des designers derrière, qui ont travaillé ces packaging, et qui ont travaillé ces packaging, non pas en se disant, ben voilà, je vais faire des images, en respectant un positionnement de marque, en respectant un positionnement d'une entreprise. Donc en travaillant avec des services marketing, donc en comprenant ce que veut l'entreprise et le marketing, et donc en amenant la valeur ajoutée créative qui effectivement va permettre d'identifier un certain nombre de gammes, et ça passe par, si vous prenez les packaging notamment de biscuits et tout ça, vous voyez un peu aussi l'apport de l'illustration et l'apport du visuel illustratif finalement, hein, qui va porter une marque. Hein, si on prend tous les packaging de gâteaux, vous avez souvent des personnages qui sont des mascottes, qui sont dessinés, qui portent vraiment toute une marque. Donc c'est une responsabilité aussi, hein, par rapport à une marque. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'image. Et là, d'un seul coup, effectivement, quand je montre ces types d'exemples, et puis évidemment, je peux aller plus loin, c'est-à-dire qu'on parle des affiches, toutes les affiches qui nous entourent. Je continue dans un slide suivant où je prends quelqu'un qui est sur sa tablette le matin, sur son canapé, dans son lit avec son ordinateur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent forcément, ils vont chercher, ils vont surfer sur le web, et donc ils vont aller voir un certain nombre de sites. C'est quoi le site internet ou même un site d'information? C'est avant tout des images, et des images qui ont une propre identité par rapport à un support, par rapport à une façon de communiquer. Et comme on sait que un site internet maintenant on doit renouveler ses images presque quotidiennement, il suffit après de faire une projection et dire voilà le boulot qui vous nous attend. Donc c'est énorme. En clair, vos diplômés ont toujours été au cœur des besoins de communication visuelle partout. C'est énorme, les besoins. Et on est plutôt même je veux dire, on a besoin encore de gens comme ça. Et en plus, le marché est même plus simplement français. On est sur un marché mondial. C'est-à-dire nos étudiants on a des étudiants qui sont partis au Japon, qui travaillent au Japon, au Canada, aux États-Unis, à Londres. On a des gens maintenant qui travaillent partout, et on a une chance extraordinaire en France, c'est d'être apprécié par rapport à ça, par rapport à
nos qualités créatives. Voilà, on a une image, on bénéficie d'une image qui est historique, image de la France, c'est des gens qui sont créatifs, c'est des gens qui sont dans le domaine de l'art, de la mode, du luxe. Tout ça, c'est des choses qui sont encore, il faut en profiter, quoi. On a encore cette image positive, hein, On dit que l'Europe sera le musée du monde avec tout ce que ça implique autour de la création, autour de la mode, du luxe. En fait, vous êtes au cœur et vous avez des perspectives d'avenir extrêmement riches dans les années à venir. C'est pour ça que pour nous, on vit un paradoxe, mais c'est un paradoxe historique. Moi, je l'ai connu à mon époque, quand j'ai commencé à faire ces études-là. On le connaît et on l'a tout le temps vu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on a quand même un sérieux problème, je pense, d'orientation en France, parce que on a toujours tendance un peu à... Je le vois bien comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on fait ces conférences. On est quand même toujours sur des métiers rassurants, quoi. C'est-à-dire, j'ai rien contre médecine, évidemment, mais il faut faire médecin, avocat, et puis architecte, et puis ingénieur, quoi. Et puis un peu école de commerce quand même, parce que... Mais c'est difficile de s'en sortir. Alors qu'en réalité, on a des besoins énormes dans des métiers de création, de conception, et en plus... C'est un peu, on nous attend un peu là. Hein, donc, ça serait dommage de perdre notre place aussi en France, hein, sur ces secteurs-là. Bref, ce ne sont pas des métiers de baladins, mais des métiers extrêmement concrets et où il existe Absolument. de réels besoins. Alors, avant d'en arriver au débouché, il y a beaucoup de questions, notamment Nolan ou Jessica ou Ludo, qui vous demandent des précisions sur votre prépa. Une petite question, y a-t-il une différence entre votre cycle préparatoire et la MANA? Oui, alors il y a une différence parce qu'en fait, la MANA a été créée pour les BTS. Hein, dans le système évidemment éducatif, donc l'éducation nationale, pour son BTS d'expression visuelle, a créé une MANA. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que justement, c'est aussi une sensibilisation sur le fait que le dessin, quand même, est une matière qu'on a un peu oubliée. Donc c'est finalement une reconnaissance qu'on a un peu oubliée jusqu'au bac, et qu'on ne peut pas faire un BTS d'expression visuelle sans avoir, à minima, une mise à niveau, ce qu'on appelle une mise à niveau. C'est pas suffisant pour nous. Dans un cycle supérieur de concepteur designer, il faut un peu plus. C'est-à-dire il faut vraiment faire une prépa avec beaucoup d'heures sur la partie apprentissage du dessin, parce que on n'est pas magicien, je pense qu'on a des bons profs, mais ils ne sont pas magiciens. Et il faut quand même du temps d'apprentissage avant d'arriver à former quelqu'un qui a une façon de voir, une maîtrise gestuelle et qui comprenne bien toutes ces disciplines, qui sont des disciplines larges. Et le dessin, ce que j'appelle le dessin académique, est une des bases pour vraiment apprendre à maîtriser l'image. Dessin académique, après on a des dessins, ce qu'on appelle l'étude documentaire aussi, l'observation, la perspective, le dessin dans l'espace. Je ne pense pas qu'on puisse faire un bon animateur 3D, par exemple, s'il n'a pas la notion de l'espace. C'est pas possible. Ce n'est pas le logiciel qui va lui dire, voilà, l'arrière-plan, le premier plan. Vous voyez, donc à un moment donné, de toute façon, si on n'a pas ces bases-là, il y a un moment donné, on aura un problème dans l'évolution de notre carrière. Est-ce que vous les proposez dans ce cycle préparatoire? Est-ce que si je suis nul en dessin en terminale, est-ce que j'ai des chances de rentrer dans votre formation? Déjà, nul, ça ne veut rien dire pour nous. C'est la question que pose beaucoup. La question, elle n'est même pas de savoir si nul ou pas, parce que ça, souvent, c'est des critères qui sont très... moi, quand je vois des dossiers, il y en a qui me disent « ouais, je suis nul ». Bon. C'est plutôt parce que la personne se dévalorise. Moi, si je vois un dossier épais comme ça, avec des dessins, ce que j'appelle dessin de coin de cahier, vous savez, c'est les dessins que vous faites et que vous faites coller. Donc c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas, à un moment donné, ils en ont marre de se faire coller dans leur lycée parce qu'ils dessinent sur leur cahier. C'est pas toujours apprécié, je veux dire. Mais moi, j'adore ça. Parce que c'est un témoignage pour moi d'une personne qui a envie de s'exprimer avec l'image. Et même si les dessins ne sont pas bons, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Parce que je sais qu'on va y arriver avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui a un besoin absolu de s'exprimer par l'image. Alors ça peut être par des collages, des photos, enfin bref, nous on veut voir ces dossiers-là, finalement un peu des dossiers secrets, souvent que les jeunes n'osent pas montrer parce que c'est pas forcément...
justement, c'est pas la tendance, quoi. On préfère montrer les résultats en maths, les résultats en physique, chimie, ainsi de suite. Mais ça, bon, c'est pour les parents. Voilà, hein, s'il est très bon en dessin, ça ne sera jamais un critère. Il vaut mieux qu'il soit bon en maths que bon en dessin. Bon, voilà, on le sait, ça fait partie. Mais moi, nous, on adore ça. Et en fait, il y a des jeunes qu'on reçoit qui nous ressortent comme ça. Des dessins qu'ils ont fait presque en cachette, quoi. C'est presque, il ne faut pas qu'on en parle trop, quoi. Et c'est cela qu'il faut mettre dans le book. Eh bien, moi, j'adore ça. Et moi, j'adore parce que je sais qu'avec ces gens-là, on va pouvoir aller plus loin et on va pouvoir leur amener, nous, la technique et la formation. Parce que la base, elle est là. C'est-à-dire, c'est vraiment cette envie de travailler dans l'image. Et on a beaucoup d'étudiants qu'on revoit 2 ans après, 3 ans après une fac. Parce que on leur a dit, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas du dessin. C'est une perdition, vous allez vous perdre. Faites des matières un peu classiques, quoi. Faites une fac, faites une école d'ingénieur si c'est possible, tentez médecine, voilà, ça c'est des vrais métiers. Et c'est dommage parce qu'on les revoit après. Bon, ils n'ont pas perdu du temps, ça leur aura permis de mûrir, mais je dis que c'est dommage, quoi, parce que ces gens-là, ils seraient peut-être passés à côté de quelque chose, ils se sont rendus compte, ils se sont affirmés, peut-être affirmés auprès des parents aussi, en disant voilà, moi je veux faire ce métier. Alors après, si vous voulez, on aurait dans nos statistiques en 25 ans des gens sur le carreau, je dirais, oui, on a un vrai problème. Et de toute façon, on aurait sûrement arrêté l'école, parce que nous, avant tout, nous sommes des professionnels, en activité toujours d'ailleurs, hein. On est tout l'ensemble du corps professionnel. Et vous-même ? Oui, absolument, je suis directeur de création. Voilà. Cumuler les deux. Donc vous êtes au cœur des besoins, vous êtes au cœur des besoins. Oui, et mon associé est illustrateur. D'accord. Voilà, et ça fait 30 ans qu'il fait de l'illustration, ça fait 30 ans que je fais de la direction de création. Ce matin, là, j'étais chez un client pour présenter une campagne, ce qui explique un peu mon retard, je suis désolé. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Donc forcément, on sait exactement ce qu'on attend, parce que... Alors justement, qu'attendez-vous ? Est-ce que vous êtes dans un mode de sélection extrêmement académique, ou est-ce que ça échappe à ça, parce que vous cherchez des créatifs, que faut-il présenter ? Mais nous, ça échappe forcément à ça. Pourquoi ? Parce que jusqu'au bac, on sait très bien que les matières principales, on les connaît. Bon, voilà. Moi, j'ai beaucoup de bac S. Je dois avoir près de 80% de bac S et de bac ES. J'ai voulu comprendre pourquoi. En fait, c'est parce que, effectivement, un peu dans l'aiguillage sur le bac, on les amène à faire un bac S où ça ouvre toutes les portes. Bon, pourquoi pas ? Moi, ça me va très bien, j'ai pas de problème. Donc, je ne peux pas aller chercher sur les résultats en maths, parce que j'estime, si vous voulez, qu'à partir du moment où ils ont été au bac, qu'ils l'ont eu avec mention ou pas, peu importe, ça veut dire qu'ils ont les bases suffisantes. Moi, il me manque une matière fondamentale, c'est, encore une fois, je vais y revenir, mais c'est le dessin. Parce qu'il y en a pas, ça s'est arrêté à la... Les vies artistiques vous boudent ? Ça s'est arrêté à la maternelle, quoi, le dessin, la plupart du temps. Là, à la maternelle, il y a des choses extraordinaires qu'on fait faire aux gosses en termes de dessin, de peinture et tout. Et après, on tente de revaloriser justement les métiers d'art et la filière artistique. C'est pas suffisant à votre goût. À mon avis, c'est pas suffisant, mais j'espère que effectivement qu'il y a une prise de conscience et qu'on va aller beaucoup plus loin. En clair, il faut garder ces dessins de collège et lycée à vous soumettre. Mais plus que ça, ils ont des cahiers souvent de manga, de choses comme ça. Alors souvent, ils n'osent pas les montrer parce que s'ils montrent ça, souvent même aux parents, en disant voilà, je fais du manga, je veux faire du manga. Bon, parce que c'est la tendance, si vous voulez. Moi, à mon époque, c'était autre chose. Moi, je dessinais sur d'autres domaines. Justement, il y a Léa qui vous demande s'il y a un avenir dans la BD manga. La manga, alors, très clairement, nous, quand on reçoit des jeunes qui font du manga, on en a plein. Et nous, ça nous rassure parce que c'est des gens qui dessinent. Encore une fois, on veut voir du dessin, nous. Et donc, c'est très bien, c'est génial. C'est un sujet pour eux, sympa, qui permet de cultiver leur créativité, leur dessin. Donc ça, c'est super. Mais souvent, je leur dis, on va vous démanganiser parce qu'on va vous apprendre autre chose. Hein, on ne va pas faire que du manga, c'est très clair. Mais néanmoins, j'ai quelques exemples. Alors, ce sera marginal parce que le manga, c'est surtout le Japon, c'est une culture. C'est très, très difficile d'aller chahuter les Japonais sur ce secteur-là. Hein, faut être honnête.
Néanmoins, on a quand même, il y a un témoignage d'ailleurs sur notre site qui est un jeune qui a effectivement, Anthony Scalici, qui est parti lui au Japon, qui a travaillé parce qu'on lui a dit on va pas te faire que du manga, qui a été jusqu'au bout de son diplôme, qui a travaillé un peu sur Paris et qui a pris la décision à un moment donné de démissionner de son poste à Paris, il avait un beau poste pourtant, et d'aller vraiment tenter sa chance au Japon. Depuis, il est le patron de la création de Wiscorp, qui est une grosse boîte de jeux vidéo au Japon. Enfin, patron de la création, j'entends pas. Et il s'est même marié avec une japonaise, il fait sa vie là-bas. Donc ça a marché pour lui, quoi. Mais bon, on est très fiers de ça, parce que c'est quand même c'était un super challenge. Mais bon, on ne peut pas imaginer effectivement que ça soit... on n'est pas une école de manga, très clairement, voilà, pour répondre précisément. Par contre, on peut cultiver... J'ai un autre exemple aussi, qui est un exemple sympathique, d'une fille aussi qui s'appelle Céline Nagnon. Vous retrouvez tout ça sur notre site, en témoignage. Votre site? Votre adresse? Axesud.fr, www.axesud.fr. D'une fille qui effectivement a développé un jeu virtuel qui s'appelle Mabimbo, très inspiré de ce style manga, mais un peu, je veux dire, avec son propre style, c'est-à-dire elle a amené une culture manga, mais dans son propre style, et elle a fait fortune avec, quoi. C'est un carton, quoi. Elle a 16 millions, je crois, à l'heure actuelle. Je suis peut-être même pas d'adhérente à ce jeu. C'est un jeu c'est une poupée virtuelle, finalement. On choisit sa poupée, on l'habille, on la fait vivre. C'est un jeu extraordinaire. Elle a inventé une monnaie qui s'appelle l'Ibimbodor. Enfin bref, ça fait maintenant presque 8 ans que ce jeu fonctionne et qui ne désemplit pas en termes d'audience, en termes... Alors, quelles sont les entreprises? Parce que c'est vrai qu'il y a, depuis ces dernières années, il y a plein d'applications et plein justement de grands succès de jeux. Et on a besoin de vos diplômés pour cela. Absolument. Quels sont les débouchés naturels de votre école dans tous les domaines? Alors, si on parle des formations au global, hein, parce qu'il y a les deux formations, hein. Le design, c'est plutôt évidemment tous les services communication et les agences de communication, tout ce qui touche effectivement à la communication au sens large. Hein, et les agences spécialisées aussi dans le digital. Donc ça c'est une des parties. Ensuite, la partie BD illustration, vous avez un certain nombre de débouchés qui ne sont pas simplement évidemment auteurs de BD, qui à travers justement le style, c'est pour ça qu'on dit bien BD illustration, hein, c'est-à-dire qu'on amène aussi une autre vision. Il y a la BD, c'est une chose, qui est une vraie culture, qui doit nécessiter un vrai apprentissage. La narration, c'est un vrai métier, mais on a voulu rajouter l'illustration parce que ça permet aussi d'avoir une autre corde à son arc et justement de travailler dans tout ce qu'on appelle le digital, l'édition, et on a besoin, on ne peut pas exprimer tout par la photo et par la vidéo, donc il faut aussi de l'illustration. Donc il y a un besoin énorme d'identité, d'illustration. Donc ça permet d'avoir ce type de débouché donc après la sortie de l'école. Donc des graphistes, des web designers, tout ça sont... Des directeurs artistiques, ce qu'on appelle... Il y a des métiers qui n'existaient pas, hein, des métiers comme character designer, c'est-à-dire des gens qui dessinent, qui travaillent sur des personnages, qui vont étudier les personnages. Quand on voit les films en 3D, on voit tout de suite le résultat. Mais c'est des heures et des heures de recherche avec un crayon et un papier, en fait, en réalité. C'est-à-dire, on va chercher le personnage, l'expression, puis après, on va peut-être le coloriser, si vous voulez, sur palette graphique. Je vais citer un autre exemple. Des métiers qu'on ne peut pas imaginer. Si vous voulez. C'est un étudiant qui a fait notre école aussi, hein, Favrel. Qui est d'ailleurs qui a 40 ans maintenant, hein, parce que comme l'école est 25 ans, ça fait 20 ans qu'il vit avec un métier qui s'appelle coloriste. C'est-à-dire que lui, il fait des couleurs pour le compte de maisons d'édition et d'auteurs qui sont moins à l'aise avec la couleur, donc ils font toutes leurs planches BD en noir et blanc,
Et lui, il passe derrière en collaborateur, quoi. Et donc, il a plusieurs auteurs, plusieurs maisons d'édition qui lui donnent du boulot régulièrement pour mettre en couleur ses planches. Voilà, ça s'appelle coloriste. Il en vit très très bien. Et lui, justement, il défend ça parce qu'il dit, mais c'est vrai qu'on a besoin de gens comme ça. On a besoin, lui, il en vit, mais souvent, il est débordé, il refuse du boulot. Donc, il y a un vrai besoin. Quelques mots sur votre sélection, comment on retourne dans votre école, puisque l'heure tourne, et les modalités de sélection, quel profil cherchez-vous et quel niveau d'études surtout? Alors nous c'est après bac, D'accord. c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement il y a une formation générale qui est suffisante pour pouvoir commencer sérieusement, donc nous, la partie dessin, la partie culture visuelle, donc bac. Donc on demande effectivement que la personne ait pour la section BD, à minima un niveau bac, pour la section design graphique, le bac. Donc pas d'admission parallèle possible en cours de cursus? Et si après des admissions en parallèle en cours de cursus, ça va dépendre des gens on a des gens qui ont fait une formation, par exemple, de prépa dans une autre école, qui nous va bien. Alors nous, ça sera toujours sur dossier, quoi. C'est-à-dire on veut bien voir aussi les images, enfin la production, où la personne, où l'étudiant en est dans son niveau, de manière à être honnête aussi sur le recrutement, de pas les emmener, de pas les prendre par exemple en première année si on voit que les acquisitions ne sont pas là. On sait très bien que ça ira pas loin. Donc c'est important si par exemple on a des gens en admission parallèle, hein, en deuxième année ou en troisième année, de bien voir, de prendre du temps sur leur dossier. Là pour le coup, c'est pas du dessin de coin de cahier, ce qu'on attend c'est leur acquisition, c'est où ils en sont dans leur acquisition d'images. Et on a d'autres écoles en France qui sont très bien, qui forment prépa, hein, attention, préparatoire, qui permettent d'avoir des dossiers aussi très très bien. Donc on regarde. Donc un dossier, un book, des entretiens. Oui, dossier. Des tests. Tests non, parce que après de toute façon le test on le voit très vite. Hein. C'est dès qu'on va commencer à dessiner. On n'a pas de problème là-dessus. On voit en général personne arrive avec un book du copain, quoi. C'est souvent leur book de toute façon. Et puis après, ça se voit très vite si c'était pas le cas. Donc non, ça sert à rien de faire des tests. Ce qui est important, c'est de bien se comprendre, de bien analyser où la personne où on est et de bien expliquer aussi ce qu'on attend de cette personne. Mais vous partez quand même d'un talent ou d'un esprit créatif. Vous leur demandez pas de projection, parce qu'en sortie de terminale, c'est difficile. Ah oui, c'est clair. Oui, non, c'est pour ça que je vous dis que nous, on est très heureux quand on voit des dessins de tous les côtés, que ce soit du manga, que ce soit autre chose, et on voit que la personne, elle découpe, elle colle, enfin, elle a un besoin de création, ça nous suffit. Parce que de toute façon, la prépa, elle est là pour ça. Donc vous démontrez qu'il suffit de regarder autour de soi pour que vos métiers soient extrêmement importants et omniprésents. Voilà, tous les jours, c'est notre quotidien. Et on voit bien que tablette, ordinateur, télé, tout ça, c'est des choses qui sont, voilà, ne serait-ce que pour faire ce qu'on appelle un générique d'émission, il faut bien quelqu'un qui va travailler l'image. Alors, il va travailler ce qu'on appelle le motion design, c'est-à-dire une image animée, mais au départ, ça part bien d'une image. Donc tout ça, c'est effectivement, on n'est pas pour l'instant dans une pénurie, au contraire. Il y a une vraie attente, on est sur des métiers. D'ailleurs, on en parle en France, on sait qu'on a un retard dans le digital. Les entreprises savent qu'elles ont pris un peu de retard et elles sont en train de vraiment avoir une politique. Il n'y a pas un seul journal économique qui ne parle pas de la numérisation, la digitalisation des entreprises. C'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, ce live touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour vos nombreuses questions. Et j'espère que nous y avons répondu. Jacques Lafaïs, merci infiniment de votre présence, de cette passion qui vous anime. Et en tout cas, très vite sur un live Studyrama TV.